tous et à toutes, Une place pour tous, c'est un podcast qui propose des épisodes thématiques avec des invités. Alors jusqu'ici rien d'anormal, mais Une place pour tous a pour objectif tout simple d'échanger et partager des opinions différentes autour de sujets liés à la qualité de vie au travail, la prévention, la santé et le handicap, avec des personnalités concernées du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat, ou un ou une DRH ou PDG d'entreprise. Ici, pas de blabla compliqué, ce podcast est accessible et donne la possibilité pour chacun de nous écouter. Alors faites comme chez vous et prenez place. Aujourd'hui, notre émission a pour thématique la santé mentale, un terme dont l'importance a émergé pendant et après la pandémie de Covid-19, car cette crise a malgré tout permis de mettre en lumière le fait que la santé mentale concerne la population dans son ensemble et pas seulement une minorité. D'après une étude Santé publique France parue en janvier dernier, près d'un Français sur 4 montre des signes d'un état anxieux quand quasiment un sondé sur 6 reconnaît des signes d'un état dépressif. Et au total, plus de 4 personnes sur 10 sont concernées. Des chiffres non négligeables et qui sont en augmentation par rapport au niveau hors pandémie. On peut le dire, la crise sanitaire a eu un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale en France et met en exergue la nécessité de porter une attention spécifique à cette dimension. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par santé mentale? Le terme est si large et regroupe plusieurs composantes que nous n'aurons peut-être pas le temps de tout aborder dans cet épisode de 30 minutes. Mais on va toutefois aborder la santé mentale sur plusieurs aspects, la qualité de vie au travail, la qualité de vie au travail avec un handicap, comment l'améliorer et surtout, sans oublier bien sûr la notion de handicap, comment accompagner des personnes confrontées à des difficultés psychiques dans l'emploi. Et bien pour ce faire, nous retrouvons avec nous en studio Virginie Pinson, responsable diversité, équité et inclusion chez Amazon France. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a également Philippa Motte. Vous êtes formatrice, coach et consultante spécialisée sur les thématiques de la santé mentale et du handicap psychique au travail. Vous avez également écrit un livre, Le jour où ma mère m'a tout raconté, paru aux éditions Stock. Et ce livre raconte l'histoire de votre grand-mère et aborde notamment les thèmes de la santé mentale et de la psychiatrie. Bonjour Philippa Motte. Bonjour. Alors, avant et afin surtout d'éclairer celles et ceux qui nous écoutent, j'aimerais qu'on parle de votre travail respectif. Et j'aimerais que vous nous disiez, dans un premier temps, quel est votre champ d'action. Et ensuite, d'après vous, qu'est-ce que la santé mentale ? Vaste sujet. Alors, ce qui va être intéressant, c'est autant la casquette de mon job, qui est sur la diversité, l'équité et l'inclusion, et c'est de pouvoir être comme on est chez Amazon et d'être inclus chez Amazon. Exactement comme ça. Et je vais avoir la casquette de tout ce qui est l'inclusion des personnes en situation de handicap avec, en bon français de France, l'Affinity Group People with Disability. Donc, c'est le groupe d'affinité pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et également le groupe d'affinité sur tout ce qui est santé mentale et qualité de vie au travail. Je vais avoir plusieurs casquettes là-dessus. Et l'objectif, évidemment, c'est toujours que chez Amazon, notre priorité, c'est vraiment la santé et la sécurité au travail. Et de par ce fait, ça me paraît évident de s'investir dans tout ce qui est santé mentale et l'inclusion du handicap. Et justement, au travers de ces casquettes, qu'est-ce que pour vous la santé mentale ? Bon, en tous les cas, nous, comment on le perçoit, c'est-à-dire que c'est un sujet extrêmement large qui, évidemment, vient bien au-delà des murs du cadre du travail. Mais en tous les cas, nous, comment on l'organise et comment on voit ce sujet dans l'univers du travail, c'est de se dire que la vie faisant, nous avons des hauts, des bas. On peut avoir des moments de faiblesse comme des moments de force. Et on se doit d'accompagner le salarié dans toute sa vie et en fonction de tout ce qu'il peut traverser dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. À partir de ce moment-là, vous êtes en termes de confiance dans votre employeur et en termes de confiance aussi auprès de vos équipes de pouvoir être comme vous êtes à aujourd'hui. Philippa, vous, donc même question, quel est votre champ d'action et qu'est-ce que pour vous la santé mentale au travers justement de votre expérience ? Alors moi aussi dans mon activité professionnelle j'ai plusieurs champs d'action et il y a tout un champ d'action qui se situe dans le domaine de l'entreprise. Ça fait plus de 10 ans
maintenant que j'interviens dans les entreprises en tant que formatrice et qu'intervenante dans le cadre de conférences de sensibilisation sur la question de la santé mentale, des troubles psychiques et du handicap psychique au travail. En fait, quand vous avez parlé tout à l'heure de la crise Covid en disant que ça avait révélé, peut-être amplifié les enjeux de santé mentale, c'est vrai que ça a mis en lumière des enjeux qui existent depuis très longtemps. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, les chiffres de 1 personne sur 4, 1 personne sur 5 qui peut être concernée par un trouble psychique plus ou moins sévère, ils existaient déjà. On disait que ce serait la première cause de handicap dans le monde à l'horizon 2020. Et c'était vraiment un sujet dont on parlait pas beaucoup. Donc il y avait cette nécessité de faire des sensibilisations auprès de l'ensemble des salariés. C'est toute une partie de mon métier sous des formats de conférences, et de faire des formations auprès des professionnels en interne sur la notion de handicap psychique, de santé mentale, de quoi on parle, et tous les enjeux de représentation et de stigmatisation aussi. Et puis après, voir quels sont les signaux auxquels il faut être attentif, et puis les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour accompagner l'insertion, le maintien dans l'emploi des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc ça, c'est tout l'objet des formations et des sensibilisations. Et puis, je fais aussi des accompagnements de personnes qui ont traversé une période difficile sur le plan psychique, ou qui ont un trouble psychique au sens clinique du terme, ou qui ont une reconnaissance de handicap psychique, et je les accompagne dans leur parcours de rétablissement, à la fois personnel, et puis souvent il y a des enjeux professionnels importants. Mais en tout cas, dans le cadre de mes interventions en entreprise, je suis toujours amenée à donner une définition de ce que c'est que la santé mentale. L'OMS nous dit il n'y a pas de santé sans santé mentale. Pendant longtemps, quand on entendait santé mentale, on entendait maladie mentale. Or, dans la santé mentale, il y a un peu deux pôles. C'est un continuum dans lequel il y a deux pôles. Il y a c'est d'abord un capital. Il y a un pôle qu'on pourrait considérer comme un pôle positif, qui est celui du bien-être psychologique, et qui est un capital, une richesse qu'on possède tous et qu'il nous faut préserver et choyer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état de bien-être psychologique ? Ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'on a tous un certain nombre de ressources, à la fois intérieures, de qualité, de choses qui nous mettent en mouvement, la joie, l'enthousiasme, la motivation, tout ça diffère d'un individu à un autre. Donc on a tous des ressources intérieures, et on a aussi tous des ressources extérieures qui sont les gens avec qui on se sent bien, les environnements dans lesquels on se sent bien, les activités qui nous font du bien. Et en fait, avoir une bonne santé mentale et être dans un état de bien-être psychologique, c'est quand on est en capacité de mobiliser et de préserver ses ressources. Et quand on mobilise et qu'on préserve ses ressources, on peut être qui on a envie d'être. La réalité de la santé mentale, c'est que ça fluctue. Dans la vie, il y a des événements, je vous apprends rien. Des hauts et des bas, des hauts, des bas, des périodes de fatigue, des périodes de confusion, des deuils. Et en fait, c'est normal que la santé mentale fluctue. Et l'enjeu, quand ça descend, c'est de pouvoir remobiliser ses ressources, retrouver un accès à ses ressources intérieures et puis à ses ressources extérieures, pouvoir le plus possible revenir dans un état de bien-être psychologique. Et puis, le pôle qu'on pourrait appeler négatif, c'est toutes les façons dont la santé mentale peut être fragilisée, et il y a différents degrés, en fait, il y a différentes formes de fragilisation de la santé mentale qui commencent par ce qu'on appelle une phase de détresse psychologique, qui est quelque chose qu'on peut tous traverser à un moment donné ou à un autre, et qui est souvent en lien avec un événement qu'on peut identifier, et c'est pas pathologique au sens clinique du terme, mais c'est quand même déjà une période difficile. Donc la détresse psychologique. Après, il y a les troubles psychiques au sens clinique du terme, c'est-à-dire quand ça donne lieu à un diagnostic médical et que ça nécessite un soin particulier. Parfois, ce trouble psychique va perdurer dans le temps, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que la personne va pas mieux, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des symptômes résiduels ou une forme de fragilité qui s'installe. Et donc, c'est là où certaines personnes vont demander une reconnaissance de handicap qui reconnaît les conséquences de la maladie sur la vie sociale et professionnelle de la personne. On peut intégrer aussi dans tout ça les notions de burn-out et de stress qui sont encore une autre façon dont la santé mentale peut être fragilisée. Donc voilà ce que moi je pourrais donner comme définition. Alors c'est très très complet. Est-ce que Virginie Pinson, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Non, c'est sûr que la définition elle est beaucoup plus académique que la mienne, et c'est parfait, et c'est très bien comme ça. Ça donne une certaine vision des choses. Ça me fait rebondir sur le sujet de l'importance d'en parler,
l'importance de sensibiliser, l'importance de former les managers et l'importance, qui est la base, de savoir de quoi on parle quand on parle de santé mentale, au même titre que quand on parle de handicap, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Et c'est pour ça qu'on a des programmes de formation. Et tu l'as très bien dit, Philippa, c'est aussi savoir, au tout début, savoir détecter. Détecter ce qui se passe, détecter les signaux faibles et être formé à les voir, à pouvoir les voir, et d'où l'importance de sensibiliser et de former là-dessus. C'est pour ça qu'aussi on a été chercher des experts à l'extérieur pour nous former sur cette notion de signaux faibles, parce qu'on n'arrive pas d'un état de bien-être mental à un état de détresse comme ça d'un seul coup. Mais c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Et l'idée, évidemment, c'est plus on équipe nos managers, plus on équipe toutes les membres de l'équipe et les salariés de l'entreprise à ces signaux faibles, plus on va avoir ces systèmes de détection pour pouvoir agir et réagir avant qu'on arrive à un état de détresse. Comprendre quelque chose, c'est déjà être armé et pour pouvoir intervenir. Et c'est vrai qu'il y a les signaux, et je crois, j'insiste aussi sur la nécessité de pouvoir permettre aux gens de s'interroger sur leur représentation, parce qu'il y a vraiment un enjeu de sortir du jugement par rapport aux problématiques de santé mentale, d'être bienveillant à l'égard de soi-même quand ça arrive, pour pouvoir identifier les signaux pour soi-même et les prendre en compte, et d'être bienveillant à l'égard de l'autre quand on identifie les signaux pour pouvoir engager le dialogue d'une manière qui soit constructive. Et c'est vrai que toutes les représentations très négatives qu'il y a pu y avoir sur un certain nombre de pathologies ou de troubles psychiques jusqu'à aujourd'hui étaient, je crois, un frein important dans les entreprises pour permettre à ceux qui en avaient besoin de libérer la parole, et à la fois à ceux qui sont en difficulté de pouvoir le dire et l'exprimer sans crainte d'être jugés ou d'être mis à l'écart, et de permettre à ceux qui identifient les signaux de se sentir légitimes à engager un dialogue et de pouvoir le faire avec les mots et la posture la plus juste possible, parce qu'on n'est pas dans ce jugement et dans ces représentations. Vous en parlez depuis tout à l'heure, vous parlez de signaux, de signes. Quels sont-ils ? Les signaux, on les identifie parce qu'il y a une évolution, déjà, parce qu'il y a un avant et un après. Alors, ça peut toucher plusieurs paramètres. La capacité de travail. On va avoir des gens qui, normalement, sont compétents et font bien leur job, qui vont développer des difficultés de concentration, difficultés de mémoire, d'organisation, donc faire des erreurs qu'ils font pas d'habitude, une perte de motivation. Il peut y avoir un surinvestissement. J'ai dit perte de motivation, donc sous-investissement, mais surinvestissement. On considère rarement ça comme un signal, mais c'est aussi quelque chose auquel il faut être attentif. Il y a certains troubles dans lesquels, au départ, il y a une espèce de surinvestissement, voire une hyper-performance. Et c'est aussi des choses auxquelles il faut être vigilant. Après, au niveau RH, les arrêts de travail perlés aussi sont un indicateur. Quand quelqu'un est absent pendant 2-3 jours, revient pendant 10 jours et à nouveau absent pendant une semaine, revient. On dit souvent que les arrêts de travail perlés sont des éléments qui peuvent être parlants. Après, il y a tout ce qui concerne la communication, des manifestations d'irritabilité, d'agressivité inhabituelle que la personne n'a pas d'habitude. Inversement, le repli sur soi, l'isolement, le fait de moins participer à la vie de l'équipe, d'éviter d'aller déjeuner avec les autres alors que normalement on est plutôt en lien. Tout ça, ça ne veut pas dire que la personne devient asociale. Si c'est combiné avec des signaux au niveau de la capacité de travail, ça doit alerter. Et puis après, il y a tout ce que moi j'appelle le rapport à soi, ou les humeurs avec des manifestations d'hypersensibilité, de tristesse, perte de confiance et d'estime de soi. Des gens qui ont des difficultés sur le plan psychique ont le sentiment qu'elles sont absolument plus capables de faire ce que d'habitude elles font avec une certaine aisance. Donc la confiance et l'estime de soi s'amenuisent. Une plus grande difficulté à prendre soin de soi aussi extérieurement. Et puis après, il y a des signaux aussi somatiques. Le corps y parle, et il y en a un particulièrement qui est le sommeil. Le sommeil, c'est le socle de notre équilibre psychique. Il peut y avoir des problèmes d'insomnie, de réveil nocturne, une fatigabilité constante ou de l'hypersomnie.
le fait d'avoir beaucoup de mal à sortir de son lit, de dormir trop. Il peut y avoir des troubles alimentaires, le fait de perdre du poids ou de prendre du poids hyper rapidement. Voilà, tout ça, ça peut être des signaux. Maux de tête, mal de dos, tension musculaire, acidité gastrique, enfin. Et en fait, tout le monde ne va pas réunir l'ensemble de ces signaux. On coche pas toutes les cases. Non. Mais il y en a toujours dans chaque petit compartiment, c'est-à-dire la capacité de travail va être altérée d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas ça qui va être le plus saillant. Il va y avoir des éléments qui vont évoluer au niveau de la communication. Il va y avoir aussi dans le rapport à soi les humeurs et au niveau somatique. Et parfois les gens, ils ont plus de facilité à parler de leurs insomnies qu'à parler de leur perte de confiance ou d'estime d'eux-mêmes. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on les voit, mais parce qu'on n'est pas formé, sensibilisé, ou parfois par bienveillance, ou parfois parce qu'on craint que ce soit de l'intrusion dans la vie personnelle de l'autre, on n'en parle pas, on les prend pas en considération. Or, je pense qu'il y a une règle importante, c'est soit soi-même en tant que manager, soit en faisant appel à un relais, il vaut mieux les prendre en considération le plus rapidement possible. Ça, je pense que c'est une règle hyper importante. C'est une chose importante et que j'aimerais bien revenir un petit peu sur tout ce qui est définition de qualité de vie au travail. On va dire qu'il y a 3 niveaux sur lesquels on peut construire la qualité de vie au travail. Il y a l'organisation, c'est-à-dire comment l'organisation va supporter une certaine qualité de vie au travail, un environnement de travail, comment elle va insuffler la bienveillance et cet accueil au sein des équipes, les formations, etc., etc. Il y a la partie collective et la partie individuelle. Dans la partie individuelle, équiper déjà la personne et la sensibiliser sur tous ces phénomènes, c'est de se dire, OK, au lieu de passer outre le fait que j'arrive plus à dormir depuis une semaine ou 15 jours, peut-être me poser 2 minutes en me disant, OK, c'est peut-être pas normal. Pourquoi ? C'est franchement génial. Et aussi équiper le collectif. Et ce collectif, il ne faut vraiment pas le sous-estimer parce qu'à partir du moment où on travaille dans une entreprise du numérique, on s'adresse, on communique par email, on communique par messagerie instantanée, etc., etc. Ça déshumanise un petit peu. Et les collègues de travail avec qui on travaille depuis des années, si on les connaît pas physiquement, si on peut pas les voir physiquement, et je pense que ça nous a tous coûté pendant la période Covid, si on peut pas les voir, on a beaucoup plus de mal à détecter ces signaux faibles sur le fait que mon collègue de travail il va pas bien mais je le vois pas. C'est un réel problème. Donc c'est comment on se forme autrement, comment on voit les choses autrement et comment on organise un collectif de travail. Et ça, c'est la force de ce qu'on appelle les affinity groups, en bon français. Donc, les clubs d'affinité, les groupes d'affinité. Et à partir du moment où on a des pairs, parce que c'est vraiment des pairs, des employés qui sont volontaires. C'est des groupes qui sont supportés et vraiment sponsorisés par la direction. Mais ce sont des volontaires, c'est des employés volontaires, donc de tout horizon différent, de tout département différent, qui ont décidé de se mettre en collectif et de travailler sur un thème. Souvent, on dit c'est pour les employés, par les employés. Et à partir de ce moment-là, on va ouvrir les débats sur cette problématique de signaux faibles, de dépression, de burn-out, de surcompensation, de handicap, si on revient au thème du handicap, parce que malheureusement, j'ai quand même beaucoup d'exemples sur le fait qu'il y a une surcompensation du handicap et les gens se fatiguent complètement parce qu'ils veulent pas se sentir moins bons que les autres, etc., etc. Donc, commencer à parler de ces sujets qui sont un peu difficiles et douloureux et quelque part, former les gens et faire un réseau de relais. Donc, c'est un peu la paire aidance, mais en interne dans l'entreprise où si on n'a pas envie de parler avec son manager ou si on n'a pas envie de parler à la direction pour X ou Y raison, il y a ce réseau qui est disponible, qui est là, d'employés, qui n'arrêtent pas d'en parler, qui en parlent et qui sont des relais pour pouvoir passer soit vers des experts extérieurs, puisqu'on a tout un réseau d'experts extérieurs, parce que des fois, on n'a pas la solution en interne, donc on va aller chercher les connaissances avec des coachs, avec des éthologues, avec des assistants sociaux, avec la médecine du travail, etc., etc., où on va aller chercher l'expertise à l'extérieur, où on va juste parler, où on va se dire, t'es pas tout seul, on est là. Et quels seraient les autres outils de détection, parce que ça fait partie de ça alors du coup, ces affinités, de détection sans détecter, mais en tout cas où la parole peut se libérer. Alors dans les missions des groupes d'affinité, oui. Ça va être autant être là présent,
d'accord, plutôt en passivité, c'est-à-dire qu'on est là, on est reconnu, aussi en actif, c'est-à-dire qu'on va faire des campagnes de sensibilisation, on va faire des événements, on va faire témoigner des salariés. Nous avons des témoignages de salariés qui ont été en dépression, qui ont même fait des tentatives de suicide, qui ont eu des choses difficiles dans leur vie, voilà, comme ça peut arriver partout, tout le temps, quoi. Mmh. Vous avez des managers, des directeurs, directrices qui viennent et qui témoignent aussi qu'il y a des parties de leur vie, pour X ou Y raison dans leur vie, il leur est arrivé d'être en difficulté. Et en fait, le fait de libérer la parole, ça aide. Donc on est autant actif que là en tant que relais disponible. Donc ça peut être un outil de détection. Est-ce qu'il y a d'autres outils de détection ? Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que ce que Virginie est en train de nous présenter là comme dispositif qui semble être un dispositif qui coule de source et qui est évident, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel qu'une entreprise mette ce type de dynamique en place autour de la thématique de la santé mentale, qui est quand même un sujet dans le cadre de l'entreprise qui était extrêmement difficile à aborder et qui l'est toujours, où il y a encore un certain nombre de freins. Et dans le champ de la santé mentale, la dynamique du soutien entre pairs, le pouvoir libératoire de la parole et comment le soutien entre pairs favorise l'acceptation, favorise une meilleure prise en charge de ces difficultés, aussi bien au niveau du soin que de l'accompagnement, c'est quelque chose de central. On a vraiment identifié ce que ça permettait et ça fait longtemps que j'ai envie d'encourager les entreprises à mettre en place des dynamiques de soutien entre pairs autour des enjeux de santé mentale et c'est tout à fait récent, en tout cas en France, que les entreprises commencent à y penser et qu'on puisse envisager que ce soit possible de le faire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était tellement tabou qu'on craignait en fait que les gens ne s'emparent pas de ces espaces d'échange. Et le fait de libérer la parole, c'est déjà 50% du chemin qui est parcouru, quoi. Après, en termes d'outils de détection, il y a ce que disait Virginie, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui sont formés, sensibilisés à quelques grands points qui sont j'interroge mes représentations, je comprends ce que ça veut dire, santé mentale, troubles psychiques, handicap psychique, je connais les signaux d'alerte auxquels il faut être attentif et je connais les quelques bonnes pratiques qui favorisent le maintien, l'insertion dans l'emploi. Ça, c'est une espèce de base de sensibilisation. Plus il y a de salariés et de managers qui sont sensibilisés à ces questions-là, plus on a de chances de faire de la prévention et de détecter le plus rapidement possible les difficultés. Puis après, il y a ce qu'on peut faire en termes de bonnes pratiques une fois que ces difficultés ont été détectées. Ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe et le manager, quand une personne est en fragilité, ils sont en première ligne et que c'est pour ça que c'est tellement important que chacun puisse reconnaître les signaux pour soi et pour les autres, mais qu'ils peuvent pas prendre en charge seuls la problématique de la personne si c'est une problématique psychique qui nécessite du soin et de l'accompagnement, parfois au long cours, parfois à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'idée, c'est tout le monde est en capacité de voir les signaux. Évidemment, dans l'idéal, le manager, s'il voit les signaux chez un de ses collaborateurs, il est là, il peut engager le dialogue pour essayer d'orienter justement vers ces différents maillages. Si le manager ne se sent pas en capacité d'engager le dialogue, il peut faire appel à ses autres relais pour pouvoir le faire. Et plus l'accompagnement est pluridisciplinaire, plus on a de chances de trouver une solution qui favorise le maintien dans l'emploi et qui puisse accompagner aussi un retour à l'emploi après un arrêt maladie si jamais ça a lieu. En fait, ça marche quand chacun joue sa partition. Yeah. Donc, en fait, tout le monde doit s'emparer de la problématique de la santé mentale, que ce soit à la direction, au management et même les salariés. J'aime bien l'idée de la partition, parce que quelque part, c'est un peu un orchestre. C'est ça. Et si quelque part, il n'y a pas, il nous manque un pan de l'orchestre... en sachant que la personne concernée est un élément central de cette partition. Oui. C'est-à-dire que là, on dit quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans l'entreprise avec l'équipe, le manager en première ligne, on voit les signaux, on engage le dialogue, on oriente. Les accompagnements internes, ils peuvent écouter, mettre en place des aménagements, orienter vers des soins à l'extérieur et la personne, elle doit s'emparer de tout ça
aller chercher du soin s'il y a besoin de soins, apprendre à mettre en place un rythme de vie qui soit propice à son rétablissement, et puis développer une capacité à identifier ses besoins et à les formuler. Et c'est là où on trouve des solutions constructives, en fait. Ça me fait penser un peu au système de l'écosystème. Oui. Du coup, c'est un écosystème qui doit vivre et qui doit mettre en confiance la personne. Voilà, parce que tout est fait pour mettre en confiance, parce que c'est la personne en elle-même qui est la clé de sa propre guérison. C'est de la santé, et la limite entre le pro et le perso, elle peut être très floue. On ne peut pas inciter quelqu'un à se faire hospitaliser ou les choses comme ça en tant qu'entreprise. Où est la limite, en fait? Où est la frontière entre ce qu'on peut faire pour un employé pour qu'il aille mieux, là où on peut plus intervenir? Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Si, c'est relativement clair, mais j'ai envie de reposer la question en retour, c'est est-ce qu'on peut vraiment se découper en tant que personne dans le privé et personne dans le professionnalisme? Ça, je crois que c'est une maladie mentale. C'est un grand fantasme qu'on a eu pendant toute une période il y a l'homme au travail et il y a l'homme dans sa vie. Et en fait, ou la femme d'ailleurs. Ou la femme, mais je dis homme au sens en français pour dire homme-femme, être humain, voilà. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. On arrive au boulot avec tout ce qui nous constitue. Ce que moi j'ai coutume de dire, c'est que justement le cadre professionnel délimite par lui-même le périmètre quand on a cité tous les signaux. Première chose, quelqu'un qui rentre dans une période de souffrance psychique au sens clinique du terme, ça va toujours impacter son travail. Toujours. Ça va modifier sa manière de travailler. Et on a cité tout à l'heure les signaux, qui sont des signaux qui se voient dans sa manière de travailler et qui font dysfonctionner sa manière de travailler. Et le rôle de l'entreprise, c'est de ne pas ignorer ces signaux et d'engager un dialogue à la fois pour essayer de comprendre avec la personne là où elle est en difficulté et pour l'orienter vers des relais internes d'abord qui pourraient l'accompagner. Et c'est le rôle de ces relais internes d'orienter vers le soin si c'est nécessaire ou de suggérer ou au moins d'informer sur les moyens d'accompagnement qu'il existe à l'extérieur de l'entreprise. Et en effet, c'est là où la personne est tellement importante dans ce dispositif. Elle peut s'en saisir ou pas. Et souvent, au début, les gens peuvent avoir un peu de mal à s'en saisir, parce qu'il y a tout un phénomène ça prend du temps d'accepter ces signaux. On a envie de lutter. On se dit que ça va s'arrêter, que mais non, ça va aller. Et au début, c'est pas du déni, c'est de la résistance, c'est de la combativité. Et c'est quand ça dure, alors qu'il y a besoin de soins, que ça devient du déni. L'entreprise, elle ne peut que suggérer et informer. Le reste, le faire, c'est... Il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques, quand même. Après, par exemple, on peut mettre en place certains aménagements dans le cadre professionnel. Une personne qui a une reconnaissance de handicap pour des raisons de handicap psychique, souvent on recommande un aménagement du temps de travail, au moins à 80%. Au moment d'un retour à l'emploi, après une grosse dépression ou après une grande période de crise psychique, on encourage les gens à revenir progressivement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et puis ensuite on ajuste et on réélargit le temps de travail. Donc ça, c'est quelque chose de concret qu'on peut faire dans le cadre de l'entreprise. Ça peut être aussi dispatcher des journées de télétravail, aménager certains rythmes de travail. Tout ça, c'est des choses concrètes. Le type de management est quelque chose d'important aussi. Quand on est fragilisé psychiquement, pouvoir avoir une relation de confiance et de proximité avec un manager, c'est quelque chose qui va être aidant, avec un cadre de travail bien délimité, des tâches qui sont bien décrites, des délais pour rendre ces tâches et avoir un retour sur les tâches. Ça, c'est quelque chose aussi qui est déterminant. On peut mettre en place ce qu'on appelle l'emploi accompagné, ou ça s'appelle aussi le job coaching, c'est le fait de faire intervenir un soutien extérieur qui va servir de médiateur à la fois entre la personne et son manager, qui peut aussi favoriser le dialogue avec le manager, venir observer la personne en situation professionnelle pour aménager et ajuster le poste le mieux possible. On peut sensibiliser l'équipe de travail au handicap de la personne pour permettre à l'ensemble du collectif de comprendre certains signaux, d'adapter certaines choses dans la mesure du possible. Et être attentif particulièrement aux phases de changement et réinterroger ces aménagements dans le temps. Donc ça, c'est quand même des choses très concrètes, des ajustements qui peuvent être mis en place dans le cadre professionnel. Et puis cette dimension de bienveillance, de non-jugement qui est fondamentale. Donc
Et ça, c'est ce que vous préconisez dans votre rôle de formatrice Oui, en fait, il n'y a pas de process. On peut pas, c'est de l'humain. On peut pas. J'aimerais tellement arriver avec une fiche et des cases à cocher et voilà, vous faites ça. En revanche, il y a un certain nombre de bonnes pratiques telles que celles qu'on a échangées depuis le début de cette conversation, dont on a identifié que si on les met en œuvre, on va vraiment grandement favoriser l'insertion de quelqu'un et le maintien dans l'emploi de quelqu'un qui traverse ce type de difficulté ou le retour à l'emploi de quelqu'un qui aurait traversé ce type de difficulté. Être garant de ces bonnes pratiques, c'est une bonne chose. Vous avez un exemple concret ? J'en ai plein. Déjà, bon, au travers de tout ce qui est mission handicap et en l'occurrence de tout ce qui est mental health, donc c'est vraiment l'anglais qui revient en premier, mais en tous les cas tout ce qui est santé mentale, on a tout ce qui est, on va dire, adaptation du poste d'un point de vue matériel, ce qu'on connaît, et c'est ce qui est visible. Souvent, c'est ce qui est le plus connu, parce que une table, une chaise, un ordinateur et tout, ça se voit. C'est vrai qu'on passe souvent vers la vue. Mais il faut savoir tout ce qu'on peut adapter derrière. Donc, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les aménagements organisationnels, que tu as listé pour la plupart, et vous avez tout ce qui est aménagement d'accompagnement, qui ne se voit pas, parce qu'en fait la personne elle n'a pas forcément envie non plus que ça se voit, quoi. Donc ça c'est un point hyper important, et ça je pense que ça fait partie aussi de la réponse à la première question qui est le rôle de l'entreprise et qu'est-ce qui est du domaine du professionnel par rapport au personnel, quelle est la limite. Le monde du travail a des choses à faire et a sa responsabilité là-dessus. Par contre la personne elle est très holistique. Donc, on va dire, elle est vraiment à prendre en charge dans sa point de vue global. Mais on a une part là-dessus, sur lequel on peut jouer et sur lequel on peut acter. Et ça, c'est vraiment important. C'est là-dessus où on va agir. Le monde professionnel ne peut pas être responsable de la totalité de ce qui se passe dans la vie d'une personne. Donc, on va prendre notre part. Et ça, le point hyper important, c'est d'abord la confidentialité. Et on n'insiste pas assez là-dessus, mais que ça soit dans le monde du handicap, dans le monde de la santé mentale, c'est la confidentialité. Donc c'est ce maillage, c'est vraiment donner confiance à la personne comme quoi c'est confidentiel. Et c'est aussi pour ça qu'on a énormément d'outils à disposition, dont l'assistance aux personnes qui est totalement confidentielle, ou l'appel à des experts, c'est totalement confidentiel. On n'a pas les noms, on laisse la personne contacter, on donne les outils à la personne. Après, c'est à la personne de faire l'effort pour appeler et pour aussi, on va dire, utiliser les outils qu'on lui donne. Et dans la partie aménagement organisationnel, si je prends un exemple, c'est nous, on travaille en poste, d'accord, et c'est par rapport à une maladie ou par rapport à un besoin spécifique d'une personne à un moment donné dans sa vie, ça va être adapter ses horaires. Ça va être la mettre sur certain type d'équipe plutôt qu'une autre. Ça va être de lui mettre sur un certain temps de travail plutôt qu'un autre. Ça va être de lui donner tout l'équipement nécessaire, d'un point de vue totalement confidentiel, pour l'aider dans, ça paraît un peu du bon sens, mais pouvoir stocker ses médicaments comme elle veut, que ça soit complètement accessible. Qu'elle puisse avoir accès à ses médicaments dans un local complètement sécurisé et hygiénique. Tout simplement, c'est l'accompagner, la prise en charge. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une checklist, il n'y a pas un process défini, parce qu'en fonction en fonction de la personne, en fonction de la problématique de la personne à l'instant T, qui évolue dans le temps, en plus, en fonction de ça, on va avoir différentes solutions. Et on va prendre les cartes dont on a besoin pour aider à accompagner la personne. Et ça nécessite de l'écouter, et ça nécessite de poser des questions qui lui permettent de formuler, en se sentant en sécurité, ses besoins, et de voir quels sont les besoins auxquels l'entreprise peut répondre. Et puis il y a tous les besoins qui se jouent pas dans le champ de l'entreprise, et le fait de formuler ses besoins, ça permet de voir ça justement. Ok, ça on peut faire quelque chose sur ça. Et puis après il y a des besoins qui sont d'un autre ordre et qui correspondent à d'autres champs d'intervention. Et cette enquête et le fait d'aider les personnes à formuler tout ça, c'est déjà très précieux. Mais le fait d'avoir intégré chez nous toute une équipe d'assistants sociaux, ça permet aussi de bien faire la distinction entre ce que l'entreprise peut faire et comment, quelque part, on peut embrayer des actions sur l'extérieur.
parce que les assistants sociaux sont vraiment des professionnels magnifiques pour vraiment définir cette zone-là. Et après, on a tous les outils en interne, évidemment, pour accompagner les personnes. Et après, ils choisissent confidentiel, moins confidentiel. Et les entreprises aussi créent des partenariats externes aujourd'hui avec des associations. Je pense par exemple, je suis très engagée dans plusieurs associations, l'association Clubhouse France qui accompagne les personnes qui sont touchées par des troubles psychiques dans leur réinsertion sociale, professionnelle, qui travaille sur la déstigmatisation, ou la Maison Perchée qui a été créée par des personnes concernées d'une trentaine d'années qui ont créé comme ça toute une dynamique de soutien entre pairs, et les entreprises, notamment les missions handicap, s'intéressent à tous ces projets associatifs et nouent des partenariats et un dialogue privilégié avec ces associations qui sont des relais externes à l'entreprise, mais vers lesquels elles peuvent aussi orienter leurs salariés, dont elles peuvent parler à leurs salariés. Et ça aussi, les partenariats externes avec des acteurs pertinents, ça fait partie aussi des outils. Alors on arrive à la fin de l'émission. Dernière question, mais c'est plutôt une tribune pour vous deux. Qu'est-ce que vous souhaitez dire pour conclure cette émission ? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vous remercie pour cette opportunité, parce que clairement, et ça vient pas de moi, ça vient d'une autre responsable d'une mission handicap, d'une autre entreprise, qui me dit que ça soit la sensibilisation sur le handicap ou la sensibilisation sur la santé mentale, ce qui est important, c'est qu'il faut que ça soit un bruit de fond continuel. Il faut en parler. Il faut démystifier, il faut arrêter de se cacher, il faut en parler. Et alors c'est faux, pas une obligation, on fait comme on veut, mais plus on en parlera et moins les personnes se sentiront obligées de rester cachées ou de cacher cette problématique. Et plus les personnes se sentiront libres d'être comme elles sont à l'instant T, et plus elles émettront de l'énergie et de la créativité dans leur environnement, que ça soit personnel ou professionnel. Et c'est ça notre objectif. Donc c'est continuer à en parler un maximum. Philippa ? C'est vrai, c'est très juste, hein. C'est pas un one shot, c'est en parlant régulièrement. Alors moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a une évolution justement de la parole autour de ces sujets de santé mentale, de troubles psychiques, d'entendre les initiatives qu'a décrit Virginie autour de la pairaidance. Je pense qu'une des façons les plus radicales, justement, de libérer la parole et de déstigmatiser, c'est que des personnes concernées témoignent. Donc peut-être que ce que je voudrais dire pour finir cette émission, c'est que la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est que moi, je suis concernée par un trouble psychiatrique qui est considéré comme sévère, qui a percuté ma vie un certain nombre de fois, et que j'ai eu l'opportunité d'en faire un métier, un engagement professionnel et personnel, et que je constate que même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment dans le domaine du soin, pour mieux accompagner, et puis il reste du travail à faire pour faire évoluer les mentalités, mieux informer sur le fait que l'être humain peut être fragile psychiquement et qu'on n'arrête pas d'être un être humain parce qu'on a un grand basculement sur ce plan-là. Mais en tout cas, c'est sûr que depuis plus de 15 ans maintenant d'engagement personnel et professionnel, je vois une évolution. Continuons à travailler sur tout ça, et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde, parce qu'on a besoin d'accompagner ces problématiques-là dignement et de manière constructive. De manière constructive. De manière constructive. De manière constructive. De manière constructive.